Je remercie beaucoup d'amis qui sont venus ce soir. Et l'exercice du coup auquel je vais me livrer me paraît encore plus périlleux devant eux que ce que j'avais prévu. La première chose, c'est que je voudrais dédier cette soirée au fondateur de la Société Louise Michel, Daniel Ben Saïd, qui partageait avec Bruno Latour un intérêt pour Charles Péguy, très fort. Et on a fait ici une soirée sur Charles Péguy avec Camille Ruquier. Et je pense qu'aussi bien que Daniel que Bruno Latour auraient apprécié cette soirée avec Charles Ruquier autour de la philosophie et du socialisme de Charles Péguy. Les dernières discussions que j'ai eues avec Daniel, avant sa disparition, portaient sur un philosophe dont je vais reparler ce soir et qui est important, et auquel Daniel a cité dans ses derniers travaux, mais c'est vraiment les ultimes travaux de Daniel, qui est Whitehead, que Daniel avait commencé à découvrir. Et Whitehead, il s'était pris d'intérêt pour la philosophie très difficile, très particulière, très singulière de Whitehead, qui est donc un philosophe décédé dans les années 60. Alors quand j'ai proposé à la Société Louise Michel de faire cet exposé, j'ai écrit une petite lettre à Isabelle Stengers, un petit mail pour lui dire « Ma chère Isabelle, je dois faire un exposé sur Bruno Latour, quel conseil me donnerais-tu » Et Isabelle Stengers m'a répondu la chose suivante. « D'une manière générale, d'abord souligner que Bruno Latour est un chercheur. Il est en apprentissage permanent. Il part de problèmes qu'il estime mal posés, mais qui sont comme des attracteurs. Si on ne fait pas attention, on tombe dedans. C'est cela qui lui sert de contrainte. On peut suivre les trajets de ses réponses en comprenant que chaque changement signale comment il a pu échapper à un attracteur et, elle le souligne, mieux dire. On reviendra sur cette importance du mieux dire dans le travail de Latour. Donc, les ignorants sont ceux qui l'ont jugé une fois pour toutes. Ceux qui le connaissent apprennent de la manière dont il ne cesse de gagner en possibilité de dire. Encore une fois, c'est en possibilité de dire. Il s'est intéressé aux sciences en pensant qu'il serait facile de les détacher des trous noirs épistémologiques, car cela a toujours été pour lui un exemple évident de construction réussie. Donc les sciences ont toujours été pour lui un exemple de construction réussie que l'on ne peut réduire à un ne que. Ce n'est que. Et on reviendra sur ce ne que tout à l'heure. Alors, Isabelle m'a répondu ça, et effectivement, ça répondait d'une certaine manière à Bruno Latour, qui, dans la préface, dans les remerciements à son enquête sur les modes d'existence, qui est un de ses plus gros livres, Bruno Latour, dans les remerciements, écrivait « Isabelle Stengers a tellement lu, amendé et critiqué les versions successives que j'aimerais pouvoir bénéficier, comme le fait Intel pour les puces électroniques, de ce prestigieux saut is inside ». Et effectivement, moi j'ai connu Bruno Latour par ici. C'est Isabelle Stengers qui a attiré mon attention sur Bruno Latour. Ces deux personnes qui sont dans un dialogue maintenant permanent depuis 40 ans. Et je ferai moi aussi des allers-retours, parce que beaucoup de choses que je connais sur Bruno Latour sont issues du travail et des confrontations avec Isabelle. Alors, ce qui est intéressant, ce sera mon premier point, j'ai 9 points à peu près à faire. Mais rassurez-vous, chaque point ne durera pas une demi-heure. Le premier texte publié de Bruno Latour date de 1974 et est un texte sur Charles Péguy. Et dans ce premier texte de 1974, qui s'appelait « Pourquoi Péguy se répète-t-il ? Pourquoi est-il illisible ?» qui était le titre de l'article de Bruno Latour, Bruno s'intéressait déjà à l'importance des façons de dire, des manières de dire, des manières de parler des choses. Et à propos de Péguy, il employait une expression qu'il avait empruntée d'ailleurs, que Péguy utilise aussi, qui est l'expression d'emmoutement. Vous ne connaissez pas forcément ce mot, le mot d'emmoutement. Il n'est ni dans le dictionnaire de l'Académie française, ni dans le Littré. Il n'existe que dans quelques dictionnaires très spécialisés. C'est un terme de menuiserie qui désigne des pièces qui s'adaptent particulièrement, totalement l'une à l'autre, qui s'emboîtent parfaitement les unes à l'autre. C'est ça que décrit l'emmoutement.
Et, par exemple, Latour cite, dans son premier texte, un commentaire que fait Péguy sur les nymphéas de Monet. Vous savez que Monet a peint successivement, il les a repeints encore, repeint à nouveau, repeint encore, les nymphéas. Et Péguy commentait cette œuvre de Monet en disant « L'unique commencement d'avance répète tous ces recommencements et commence et recommence sans cesse pour eux. » Et donc, Latour va insister sur le fait qu'il y a chez Péguy un régime d'énonciation très particulier. On verra que cette notion de régime d'énonciation est très importante dans toute l'œuvre de Bruno Latour. C'est-à-dire, dit-il, que le style, et c'est le propre, dit-il, de la parole religieuse, le propre de la parole religieuse, c'est de répéter sans cesse, sans rabâcher. Répéter sans rabâcher, c'est ça qui forme l'enjeu, dit Latour, de la parole religieuse. Et on verra que Latour reviendra sur cette question beaucoup plus tard, dans un texte qui s'appelle « Jubilé ou le tourment de la parole religieuse ». Mais là encore, Latour ne s'intéressera jamais à la religion. Il s'intéressera à la parole religieuse. Qu'est-ce que la parole religieuse? Pas qu'est-ce que la religion, qu'est-ce que la parole religieuse? Et on verra qu'on a la même chose quand on parlera des sciences, quand on parlera de la politique, quand on parlera du droit. À savoir dans quel mode d'énonciation ça sonne juste ou ça sonne faux. Tous ces domaines, toutes ces disciplines prises les unes à côté des autres. Donc, effectivement, là je vous cite un extrait de Clio, par exemple, puisque l'autre centre d'intérêt pour Latour, que Latour partagera avec Ben Saïd de ce point de vue-là, c'est que Péguy ne croit pas au progrès. Et ça, on sait que Ben Saïd a repris ça chez Péguy, puis chez Walter Benjamin. Et Latour partage ce point de vue. Et Péguy, Bruno Latour dit, je le cite, « Le temps du progrès, œuvre de l'argent, qui accroît irréversiblement le capital et qui gagne toujours sans jamais perdre. Ce temps d'un passé insignifiant vers un avenir prometteur qui monte constamment à l'échelle, entre guillemets. » Et commente là un texte un extrait de Clio de Péguy que je ne résiste pas au plaisir de vous lire pour aussi que vous ressentiez bien le style particulier de Péguy. Péguy écrivait ceci: « Le grand triomphe du monde moderne, épargne et capitalisation, avarice, ladrerie, économie, cupidité, dureté de cœur, intérêt, caisse d'épargne et recettes buralistes. C'est bien une théorie d'une capitalisation non seulement à intérêt, mais à intérêt composé. Le monde moderne se retrouve ici, se contemple et se complaît, se chérit en une de ses institutions essentielles, la caisse d'épargne. Et tout se vérifie en une de ses parties, car cette théorie du progrès revient essentiellement à être une théorie de caisse d'épargne. » Évidemment, Péguy se moque de cette théorie du progrès en le comparant à une théorie de livret de caisse d'épargne qui progresse par intérêt composé. Donc ça, c'est le premier point sur lequel je voulais vous dire, l'importance du mode d'énonciation pour caractériser un travail. Alors maintenant, si on passe au dernier texte de Bruno Latour, après on verra tout à l'heure, qui s'appelle « Où atterrir », qui est un texte politique, qui obéit aux règles propres d'un texte politique. Mais ce texte-là, « Où atterrir », si c'est un texte politique, et j'y reviendrai dans la dernière partie de l'exposé, c'est aussi un geste, atterrir. Et ce geste, atterrir, qui décrit bien, je crois, toute l'œuvre de Latour depuis ses textes sur Charles Péguy. Depuis son premier livre, La vie de laboratoire, qui décrit comment se fait la découverte scientifique de l'hormone de croissance dans un laboratoire américain dirigé par Guillemin, qui aura ensuite, il se trouve, le prix Nobel de médecine pour cette découverte. Donc jusqu'à maintenant. Donc toute l'œuvre de Latour est un atterrissage, une demande atterrissez, revenez sur Terre, et de certaine manière, c'est pourquoi pour lui l'œuvre de Polanyi est si importante, puisque Polanyi, sociologue et philosophe, disons, avait mis en place une notion très importante par rapport à une économie qui était hors sol. Il parlait de nécessité de réencastrer
l'économie dans le monde et de ne pas la traiter comme un domaine séparé qui externalisait toute une série de choses. L'effort de Polanyi, c'était de réencastrer l'économie. Et toute l'œuvre de Bruno, je pense, on a pu parler de sociologie des sciences. Je ne suis pas sûr que ce soit une sociologie des sciences qu'il ait faite. On a pu parler de philosophie des sciences. Je ne suis pas sûr non plus que le terme correspond, même si les derniers travaux de Latour relèvent sans doute de la philosophie. Je pense que le mot le plus adapté pour décrire toutes les enquêtes faites successivement par Bruno Latour, beaucoup sur les sciences, mais aussi sur les techniques, sur la religion, sur le droit, sur tous ces domaines-là, c'est en fait une ethnographie à chaque fois, qui décrirait le mieux le travail qu'il essaye de faire. Et d'ailleurs, c'est tout de suite qui donnera une de ces dernières enquêtes, qui est l'enquête sur la façon dont le droit se fabrique, à partir de l'étude du Conseil d'État, au sein duquel il a passé 2 ans à suivre les travaux, et il fait une ethnographie, c'est-à-dire qu'il est vraiment dans, c'est pas de l'ethnologie, c'est de l'ethnographie, c'est-à-dire suivre, disons, pas à pas, les acteurs du domaine, voir pas à pas comment ils créent des faits, comment ils assemblent des choses, comment ils disent quelque chose dont ils peuvent dire c'est vrai ou c'est faux, c'est bien ou c'est pas bien. Donc je crois que ce geste de Bruno Latour, atterrir, il est à la fois inaugural et final. D'une certaine manière, on pourrait le comparer au geste de Marx. Vous savez qu'il y a des grands gestes qui marquent l'histoire de la pensée. Quand Marx, dans le Capital, écrit la chose suivante. Chez Hegel, la dialectique marche sur la tête. Il suffit de la remettre sur les pieds pour lui trouver une physionomie tout à fait raisonnable. L'œuvre de Marx commence avec un tel geste, celui de remettre sur pied la dialectique. Chez Latour, il n'y a pas de dialectique, vous ne trouverez pas ça. Ce n'est pas la même démarche, mais il y a un geste comme ça aussi, très fort, qui est l'idée de « il faut atterrir » et on va y revenir. Le troisième point que je voudrais maintenant aborder, c'est pourquoi Bruno Latour a-t-il commencé par les sciences? Dans un projet, s'est-il d'abord intéressé aux sciences, dans un projet qui se présente très tôt comme l'idée de faire une anthropologie générale des modernes, c'est-à-dire nous, les Occidentaux modernes, qui ne partageons plus les vieilles croyances, qui avons rompu avec toutes les vieilles croyances avec le vieux monde. On pourrait d'ailleurs se dire que, là je fais un petit appel aussi, que c'est la même chose chez Isabelle Stengers, qui a commencé aussi par s'intéresser aux sciences en travaillant avec Ilya Prigogine, qui sera prix Nobel de chimie plus tard, mais tous les livres de Prigogine sont écrits en commun avec Isabelle Stengers, qui est d'abord une chimiste, avant de se mettre à faire de la philosophie, et on l'a dit qu'elle était philosophe des sciences, elle est devenue maintenant une philosophe tout court. Bon. Parce que, pour une raison toute simple, c'est que comprendre les sciences, si on ne commence pas par essayer de comprendre les sciences, on passe à côté de ce qui nous caractérise quand même, nous les modernes, nous qui nous appelons les modernes, nous qui nous considérons comme des modernes, puisque les sciences sont sans doute la chose qui nous caractérise le mieux, sont la chose à laquelle on tient le plus. Nous avons inventé les sciences d'une certaine manière. C'est la chose à laquelle nous tenons le plus, les sciences. Donc si on ne commence pas à comprendre, et les sciences occupent une place considérable dans la société. Donc si on ne commence pas par comprendre les sciences, on passe à côté de 80% de ce qui caractérise à la fois notre fierté, ce que nous avons inventé, et de ce que nous sommes, nous, les modernes. Donc il est évident qu'il fallait commencer par les sciences et comprendre la place des sciences pour pouvoir s'intéresser ensuite à d'autres choses et pouvoir faire avoir une ambition plus vaste pour savoir ce qu'étaient les modernes. Et comment commencer à comprendre les sciences? Eh bien, c'était d'abord en allant voir, c'est ça qui est le premier, en atterrissant, encore une fois, c'est-à-dire en allant voir, en allant observer la manière précise dont les chercheurs travaillent dans un endroit clé, le laboratoire. Il fallait, et c'est pour ça que le premier travail de Latour, c'est d'aller dans un laboratoire, à Salk Institute aux États-Unis, voir comment les chercheurs travaillent pour isoler l'hormone de croissance, parce qu'il se révélera être l'hormone de croissance avec Guillemin. C'est un rare endroit où Latour cite un philosophe des sciences, que par ailleurs il ne cite jamais parce qu'il est en rupture totale avec, mais qui est Bachelard. Bachelard emploie cette formule que Latour aime bien et qu'on retrouve dans plusieurs de ses textes, qui sont les travailleurs de la preuve. Les scientifiques sont les travailleurs de la preuve. Ça, Latour a bien aimé cette formule de Bachelard, et alors qu'il n'a rien de commun ni avec Bachelard, ni avec Canguilhem, ni avec l'ensemble des épistémologues français, cette formule-là, les travailleurs de la preuve, ça lui a plu. Et la grande surprise de Latour, il l'a exprimé à plusieurs reprises, c'est que dès ce moment-là, les marxistes se sont dit « Oh, mais c'est pas intéressant ».
il pensait certainement, un peu naïvement, que les marxistes allaient être passionnés par ce geste-là, d'atterrir et d'aller observer la façon dont les scientifiques travaillaient avant de parler de la science. D'aller voir déjà comment ils travaillaient, comment ils composaient leurs récits, comment ils composaient, comment leurs découvertes se faisaient, comment elles étaient mises en forme. Alors cette réflexion sur les sciences que Latour commence à ce moment-là, évidemment est en rupture totale avec la tradition très forte en France en particulier qu'on appelle l'épistémologie. Et les épistémologues vont être, avant les climato-sceptiques, les grands ennemis de Latour pendant, disons, ces 40 ans de travail. La science, pour les épistémologues, entretiendrait un rapport privilégié et même exclusif à la vérité, avec un grand V, qui rendrait toute sociologie ou ethnographie inutile et même impossible, puisque la science permet à la nature de se dévoiler, simplement, dans toute sa vérité. Donc on peut faire la sociologie de toute une série de choses, mais certainement pas de la vérité qui se dévoile. Il n'y a pas de sociologie possible. Ce serait la relativiser, ce serait la traiter comme les autres. Et donc, ça rendrait pour les épistémologues toute sociologie ou ethnographie inutile ou même impossible. Et d'une certaine manière, effectivement, je pense personnellement que le champ du marxisme a été contaminé par l'épistémologie, avec cette fameuse notion, entre autres, là où c'est le plus caricatural, c'est la notion de coupure épistémologique installée par Althusser, qui a réussi à faire croire aux gens du Parti communiste que Canguilhem et Bachelard étaient des marxistes. Il fallait le faire. Isabelle Stengers s'est heurtée dès le début à un même problème. Elle s'est heurtée au problème du rapport entre la psychanalyse et l'hypnose, où la psychanalyse a été présentée par Freud comme la troisième blessure narcissique et qui fondait enfin une science contre l'hypnose, qui était la psychanalyse. Et évidemment, tout son travail avec Léon Chertok, qui a été une partie importante de sa bataille, on va rééditer bientôt là, les mémoires de Léon Chertok qui racontent cette aventure-là, ça a été pour montrer que tout ça était du vent. Quatrième point que je voudrais maintenant aborder, c'est qu'est-ce qu'un fait scientifique ? Première découverte, premier élément important, c'est qu'un fait scientifique, ne s'impose jamais tout seul. Les gens qui, sur une table, tapent du poing sur la table, Latour aime bien raconter cette histoire en disant « mais c'est un fait !» Il n'est pas donné le fait. Il n'apparaît jamais tout seul. Un fait, comme le sens du mot l'indique d'ailleurs, parce que fait, ça veut dire fait, fabriquer, c'est faire. Un fait est toujours l'objet d'une fabrication. Et Isabelle Stengers, je passe sur elle, reprend toujours cette image qu'elle aime bien. Vous savez, quand il y a cette histoire qui dit quand le sage montre la lune, le fou regarde le doigt. Isabelle dit c'est le fou qui a raison. Parce que ce qui est intéressant, c'est le chemin qui nous mène depuis ici jusqu'à la lune. C'est le chemin parcouru. Ce n'est pas la lune qui s'impose toute seule, c'est comment on va jusqu'à la lune. Donc, c'est une question qui est très importante dans l'œuvre de Latour, c'est comment on passe de la vérité à la véridiction. C'est-à-dire les faits ne s'imposent jamais d'eux-mêmes, mais sont toujours le résultat d'une longue suite d'expériences branchées les unes sur les autres, qui sont la chose intéressante. Donc les faits ne s'imposent pas, mais ils sont le suite d'une longue suite. Quand quelqu'un dit c'est un fait, ce qui est intéressant, c'est comment tu arrives à dire que c'est un fait. Quelle démonstration tu as suivie? Comment tu le prouves? Comment tu le montres? Et c'est cette suite d'événements qui constitue le fait, ce qui permet de dire qu'on renonce peut-être au mot de vérité, mais on retrouve l'objectivité du coup. Parce que le discours bien construit permettra de montrer qu'il y a quelque chose d'objectif dans cette fabrication du fait. C'est aussi pour ça que Bruno se rattachera d'un point de vue théorique à ce qu'on appelle les pragmatistes américains, Dewey et James, qui avaient été déjà dans cette idée qu'il fallait remplacer la vérité par la véridiction, et que la vérité, c'est qu'il fallait suivre le chemin, qu'il fallait suivre les expériences, et qu'il fallait suivre, par exemple dans l'histoire des sciences, il fallait suivre les controverses qui avaient eu lieu pour comprendre comment les sciences se faisaient. Et là, très tôt, Latour fera... alors Latour, il écrit par exemple... Dans l'enquête sur les modes d'existence, il a cette phrase que je vous lis parce qu'elle est très importante. Il écrit « Pourquoi ne peut-on pas prononcer dans le même souffle les mots de vrai et de fabriqué ?» C'est-à-dire de bien fabriquer. Un fait qui est un fait scientifique, ce n'est pas un fait qui n'est pas fabriqué.
C'est un fait qui a vécu dans un laboratoire toute une série d'étapes de collectifs qui ont repris l'expérience et qui l'ont faite, mais on peut distinguer s'il est bien fabriqué ou s'il est mal fabriqué. Mais on ne peut pas opposer un fait à fabriquer. Et donc, d'une certaine manière, les historiens des sciences, avec qui Latour a toujours eu de très bons rapports, ont le même problème. Le cinquième point sur lequel je voudrais venir, et c'est un point qui est intéressant, parce que c'est un point que Latour partage avec Luc Boltanski, qui nous fait le plaisir d'être là ce soir, et je le remercie, c'est l'importance des institutions. Si vous dites ce qui compte, c'est comment le fait est fabriqué, vous êtes obligé d'aller voir les institutions et de donner de l'importance aux institutions. D'abord, les laboratoires. Les faits scientifiques, ils sont fabriqués, ils sont faits, ils sont constitués en faits dans le travail des laboratoires. Donc les laboratoires, première institution. Et Latour dit, supprimez les laboratoires, et on ne saura plus très vite si la Terre tourne du Soleil ou pas. Parce que toute la chaîne toute la concaténation qui nous permet d'aboutir à l'idée de ce que nous savons, alors la Terre tourne autour du Soleil, mais ça pourrait être d'autres choses, et même quand les Égyptiens se sont aperçus que la Terre était ronde, les Égyptiens avaient appris, il y a un très beau roman de Niguèche qui raconte ça, Les Cheveux de Bérénice, je vous conseille vraiment sa lecture. De Niguèche, c'était un ami de Bruno aussi. Il raconte comment les Égyptiens ont constitué un laboratoire, au sens propre, en pleine Antiquité, pour arriver à identifier, ils ont calculé, grâce à ce laboratoire, la circonférence de la Terre, et ils se sont trompés du 10%. Donc très peu. Donc les laboratoires, les revues scientifiques, les congrès, tout ce qui permet à des équipes de reproduire une expérience, de dire « Ah, vous prétendez cela, et bien on va refaire l'expérience avec d'autres moyens, dans un autre laboratoire, et que ça viendra conforter ou pas le fait scientifique avant que celui-ci devienne vraiment un fait qui peut être considéré comme tel. » Un fait qui peut être considéré comme tel, qu'on ne réinterrogera pas, c'est ce que Latour appelle, avec d'autres, une boîte noire. C'est-à-dire la boîte est refermée, c'est devenu une boîte noire, on pourra au début de la nouvelle expérience scientifique simplement l'évoquer, c'est une boîte noire qui n'est plus contestée, elle a été vérifiée de tous les moyens. Alors évidemment, ces institutions, ça c'est très important, on sait, et ça c'est, Isabelle Sagas a beaucoup écrit là-dessus de son côté, mais ces institutions sont aujourd'hui menacées par le capitalisme. Elles sont menacées par exemple par la corruption financière. On l'a vu avec le tabac, qui était un exemple tout à fait extraordinaire, que Latour donne souvent en exemple, comment l'industrie du tabac a corrompu des équipes de chercheurs pour leur faire démontrer, pour qu'ils essayent de montrer que le tabac n'était pas cause du cancer. On l'a revu avec le sucre, on l'a vu avec plein d'expériences. On le voit aujourd'hui avec le climat, où des entreprises de pétrole ont tenté de corrompre activement les équipes de chercheurs pour financer le climato-sceptisme. Et c'est un rapport curieux, le rapport entre le capitalisme et la science. Parce que les capitalistes ont besoin de la science. Ils ont besoin des équipes de chercheurs qui travaillent et qui inventent. Mais Isabelle Sengas a une belle formule, là aussi, pour expliquer le rapport entre le capitalisme et les scientifiques. Elle dit c'est le même rapport qu'entre le scorpion et la grenouille. Vous connaissez cette histoire? C'est la grenouille et le scorpion voudrait traverser un lac. Et il ne peut pas traverser, il va se noyer. Alors il demande à la grenouille qui est à côté, il dit à la grenouille, écoute, prends-moi sur ton dos pour me transporter de l'autre côté. Et la grenouille dit, bah non, parce que je sais que tu vas me piquer. Et le scorpion dit, je ne veux pas te piquer parce que je coulerai avec toi. Alors bon, convaincu, la grenouille prend le scorpion sur le dos, et arrivé au milieu du lac, le scorpion la pique. Et la grenouille dit, moi, on va couler tous les deux. Pourquoi m'as-tu piqué? Et le scorpion répond, je n'y peux rien, c'est dans ma nature. Et donc, c'est ça le rapport entre le capitalisme, le fait de faire couler la science éventuellement, même si le capitalisme a besoin de la science, il est très bien capable de la faire couler, de la faire disparaître. Et là, dans ces institutions aujourd'hui auxquelles Latour donne une grande importance, il y a évidemment le GIEC, qui est l'institut auquel Latour, qui est une institution, justement, de scientifiques, et qui est l'institution propre des scientifiques, qui travaille sur le climat. Sixième point que je voudrais voir maintenant, j'irai rapidement, c'est l'anthropologie symétrique. Alors, Latour va lui-même se livrer à un exercice d'histoire des sciences, ce qui n'est pas sa grande discipline. Latour s'est surtout intéressé aux sciences qu'il appelle en train de se faire, et donc aux controverses qui existent sur les sciences en train de se faire. Mais il va appliquer ce modèle à examiner Pasteur. Et il va refaire plusieurs livres sur Pasteur. Il fera même le livre officiel de l'Institut Pasteur pour le centenaire. Et il fera un très joli livre qu'on a édité à la découverte qui s'appelle « Les microbes, guerre et paix ».
Et il fera aussi un exercice, je ne sais plus si tu étais présent, lui, puis il fera un exercice. Il va refaire publiquement, certains d'entre vous peut-être y ont assisté, la conférence de Pasteur contre la génération spontanée, contre son ennemi Pouchet. On aura Salgavo, Latour va s'habiller en Pasteur, reconstituer le truc et refaire la conférence. C'est un grand moment. Malheureusement, à l'époque, on ne filmait pas comme aujourd'hui, donc on n'a pas de souvenir de film. C'est très dommage de cette conférence refaite. Il va d'ailleurs, parce qu'il est très maladroit, casser toute la vaisselle au milieu de l'expérience, mais ça, c'est autre chose, ce que Pasteur n'aurait certainement pas fait. Et ça permet de faire un petit chemin de traverse. C'est que pour expliciter son ambition, Latour ne va pas simplement mobiliser les livres. Il va mobiliser de multiples autres moyens. Il va multiplier les expositions. Il en a une à Karlsruhe au mois de mai. Il en a une autre à Taipei qui commence en 2020. Il va faire du théâtre. Il va monter plusieurs pièces de théâtre. Il y a des expériences théâtrales qui vont avoir lieu à Nanterre dans les jours qui viennent. Il va faire des performances, il va faire des films, il va faire des expositions, il va s'allier avec des artistes aussi. Parce que l'ampleur de l'ambition qui est la sienne oblige à mobiliser tous ces moyens-là. Et je reviens maintenant à mon idée d'anthropologie symétrique. En examinant la controverse entre Pasteur et Pouchet, le partisan à l'époque un peu disparu de nos mémoires, qui défendait l'idée de la génération spontanée, c'est l'idée de l'anthropologie symétrique, c'est qu'il faut, dans l'histoire des sciences, il y a des perdants et des gagnants. Les controverses se terminent par quelqu'un qui gagne et quelqu'un qui perd, mais il faut juger les perdants et les gagnants avec les mêmes outils méthodologiques. Contrairement à ce qu'on a longtemps fait, où on a longtemps considéré que ceux qui ont gagné un épisode de la guerre des sciences, comme Pasteur par exemple, c'est simplement la science et la raison qui s'est révélée à travers eux. Alors que de l'autre côté, si les autres, comme Pouchet, n'ont pas compris, il faut expliquer les raisons sociales, les raisons politiques, les raisons morales qui les ont empêchés de réussir. Et donc il y a un déséquilibre total entre les deux côtés, la manière dont on juge ceux qui gagnent et ceux qui perdent. Et Latour dit non, il faut prendre les mêmes moyens des deux côtés pour juger des deux côtés, parce que des deux côtés, on a, et c'est une formule très importante chez lui, on n'a pas d'un côté donc une vérité qui se révèle, qui se dévoile, de l'autre côté des raisons sociales et politiques qui cacheraient la vérité à des yeux aliénés, mais on a un entre deux côtés, aussi bien des vainqueurs que des vaincus, un entremêlement, un emberlificotement de politique, de faits établis, de toute une série de choses qu'il faut reconstituer aussi et qui doit faire partie de l'histoire des sciences telle qu'on la reconstitue. Et Pasteur ne se gênait pas pour faire de la politique à grands moyens, pour faire triompher son point de vue. Il avait évidemment raison, il a vaincu dans cet épisode de la guerre des sciences, mais et donc c'est ça qu'il appelle l'anthropologie symétrique. La deuxième chose sur laquelle il insiste beaucoup, contrairement à une idée reçue, c'est que l'exemple de Pasteur va lui montrer que la science, contrairement à une idée bien pensante, disons, bien à gauche, bien pensante, contrairement à ça, dit-il, non, contrairement à ce que vous croyez, la science n'est jamais réductionniste. On critique la science, c'est réductionniste, il faut rajouter un peu de bonheur autour de tout ça, c'est trop réductionniste. Non, la science n'est jamais réductionniste. La science, les sciences, elles avancent toujours en mettant en valeur, faisant monter sur scène ce qu'il appelle au début des nouveaux actants. Il ne faut pas dire d'acteurs, il va dire aussi des acteurs, des nouveaux actants, que les scientifiques font apparaître grâce à des épreuves. Parce que ces actants surmontent les épreuves que les scientifiques leur présentent et triomphent de ces épreuves. Ils sont récalcitrants, il y a un moment. Et ils ne disparaissent pas dans l'expérience. Et ils témoignent pour eux-mêmes. Ainsi, les levures, les micro-organismes, les microbes, Pasteur va faire apparaître tous ces nouveaux acteurs qui n'existaient pas avant et qui vont se mettre à peupler la scène. Donc Latour n'est pas un réductionniste, c'est quelqu'un qui, au contraire, fait fleurir les choses. Pasteur n'est pas quelqu'un qui réduit la réalité. Au contraire, il multiplie les acteurs de la réalité en faisant surgir des acteurs qui n'étaient pas présents avant. Et évidemment, une science, un monde, grâce à la science, le monde se remplit de nouveaux acteurs, de nouveaux actants. Il parlera aussi de puissance d'agir, de nouvelles puissances d'agir, et qui vont donc la science rend le monde plus riche. La science bien faite rend le monde plus riche. Et évidemment, on sait qu'un monde sans microbes est beaucoup moins riche, un monde qu'on imagine sans microbes, qui est le monde de nos arrière-grands-parents,
est beaucoup moins riche qu'un monde peuplé de microbes, peuplé de micro-organismes qui nous permettent de vivre, avec lesquels nous sommes dans des relations parfois conflictuelles, mais parfois aussi d'alliances, évidemment très étroites. Donc, il s'agit simplement ici, vous voyez un geste aussi, dont on va reparler maintenant, qui va me dicter la deuxième partie de cet exposé, c'est qu'il faut disloquer la nature. Ce qu'on appelait la nature avant, il faut la disloquer entre des acteurs multiples qui apparaissent et que les scientifiques font apparaître, comme par exemple les microbes, comme on a disloqué l'humanité avant. Les sciences sociales ont disloqué l'humanité. Le travail de Marx a bien été de disloquer la notion d'humanité en installant les classes sociales comme des acteurs et non pas une humanité comme ça en général. Donc il faut faire la même chose avec la nature que ce qu'on a fait avec l'humanité. Et là, évidemment, il va inaugurer un geste qui va avoir des conséquences très importantes. C'est que cette dislocation de la nature, après la dislocation de l'humanité, signifie la fin d'un grand partage sur lequel nous avons vécu et dans lequel nous avons vécu depuis des siècles, qui caractérise les modernes, et pas d'autres peuples qui ont vécu autrement, mais un grand partage entre la nature figée d'un côté et la société mobile, animée de l'autre. Et à l'inverse de ça, au lieu d'avoir une séparation entre une nature figée d'un côté, immobile, et de l'autre côté une société animée, on a un monde qui se repeuple. Et ça, j'ai publié récemment, en début d'année, un livre de Harper sur l'histoire de l'Empire romain, où il repeuple cette histoire de tous les bacilles qui sont apparus, comme le bacille de la peste, qui est apparu en 900 avant Jésus-Christ en Syrie, et qui va se répandre et qui va détruire 80% des habitants de l'Empire romain. Le monde de l'Empire romain, d'un seul coup, il y a la fin de l'optimum climatique romain, à cause des modifications solaires. Donc d'un seul coup, le monde de l'Empire romain décrit par un historien comme Harper, il se repeuple de plein de choses nouvelles qui ont été mises à jour par les scientifiques et qui s'inspirent du travail, entre autres, des climatologues, qui ont permis de mieux comprendre des périodes entières de notre histoire. Et aujourd'hui, on n'imagine plus de faire l'histoire d'une période entière de l'humanité sans introduire ces acteurs qui étaient absents de la scène, puisque l'histoire se déroulait simplement entre des humains, soit des humains individuels, pour les plus réactionnaires, soit des classes sociales même, mais sans que quand même un germe qui fait passer la population de Rome de 1 million d'habitants à 20 000 habitants, c'est quand même pas quelque chose qu'on peut prendre comme un détail par rapport aux luttes que les humains se livrent entre eux. Ça a un certain poids quand même, que l'essentiel, que toute la population de Rome puisse se tenir dans un quart du Colisée par rapport à la période précédente. Donc on va avoir, là, on va assister, c'est un mot très important qu'on trouve beaucoup aussi chez d'autres intellectuels américains qui travaillent beaucoup avec Bruno, comme Donahara Wanatsing, un entremêlement, un enchevêtrement, parce que le entangle des Anglais et des Américains, un entremêlement, un enchevêtrement d'acteurs dont il va falloir tenir compte. La première formulation qui dira que Bruno donnera pour dire qu'il faut tenir compte de tous ces acteurs nouveaux qui peuplent le monde et qui ne sont plus cette nature inanimée qui était à l'extérieur, il va dire qu'il faut faire un parlement des choses. C'est la formule qu'il emploiera dans un texte. Il n'emploie plus trop aujourd'hui, mais la formule qu'il emploie dans un texte qui est « Nous n'avons jamais été modernes ». Et dit-il, nous ne sommes pas des modernes, nous sommes comme les autres. Il dit aussi, moderniser, c'est séparer humain et non humain. Écologiser, c'est partir de collectifs qui sont composés, qui composent notre monde, qui sont formés à la fois d'humains et de non-humains. Donc, et c'est évidemment ce monde qu'il faut composer, à la fois d'humains et de non-humains qui sont montés sur scène, une scène que les humains croyaient occuper seuls auparavant. Il n'y a pas de théorie a priori qui permet d'en rendre compte. On y reviendra plus tard. Il n'y a plus de méta-répartiteurs. Il n'y a rien qui permet au-dessus. C'est des entremêlements, c'est des enchevêtrements qui s'entredéfinissent et se répercutent les uns les autres et qui s'inventent en permanence. Et ce sera tout le sens que Latour va donner, le passage qui veut dire il faut abandonner l'idée de nature, il faut parler de Gaïa. Parce que Gaïa, c'est cet entremêlement des choses, c'est cet extérieur, ce qui était autrefois extérieur et qui s'aperçoit maintenant parmi nous, parce que c'est ce qui réagit en permanence à nos actions. Et donc, il va s'inspirer de Lovelock et de Margulis et de Sagan et des gens de ce genre qui ont mis en place cette formule de Gaïa pour penser le monde dans lequel nous vivons. Latour, par exemple, je vous donnais cet exemple parce qu'il est très parlant, je pense, pour être très parlant, va beaucoup apprécier un travail de Timothy Mitchell, c'est un livre qu'on a publié qui s'appelle Carbone Démocratie en français. Timothy Mitchell, dans Carbone Démocratie, la démocratie du carbone,
explique une chose très intéressante, je vous résume vraiment les choses, c'est que, si vous voulez, on peut faire l'analyse du 19e siècle en disant il y a la classe ouvrière, il y a la bourgeoisie qui sont en lutte, et ça donne des luttes avec les grèves, les mouvements sociaux, tout ce qu'on peut raconter du 19e siècle. Timothée Michel dit qu'il faut faire autrement. Et par exemple, il dit qu'il faut introduire le charbon comme un acteur. Le charbon, il n'est pas neutre dans cette histoire. Le charbon, c'est un actant, c'est une puissance d'agir. À cause de toutes ses caractéristiques, il est lourd, il est difficile à transporter, et donc on peut facilement le bloquer. Et donc il explique que tous les mouvements sociaux du 19e siècle sont liés au fait que l'enjeu, c'est une substance, le charbon, qui a un rôle précis, qui ne sera pas le même avec le pétrole, qui circule sans avoir besoin de personne dans les pipelines, et qu'on peut difficilement arrêter. C'est très difficile de couper un pipeline. C'est très facile pour des cheminots, pour des gens qui travaillent sur les bateaux, ou pour des mineurs, d'arrêter les flux de charbon. Donc le charbon, si vous voulez, il ne s'agit plus de dire on fait l'analyse des classes sociales, et puis on va rajouter le charbon à la fin pour comprendre le charbon. Non, le charbon fait partie des acteurs sociaux parce qu'il a des caractéristiques propres et ça devient une puissance d'agir et un acteur dans la définition de la situation. Donc impossible de comprendre les luttes de classe au XIXe siècle si on ne comprend pas ce qu'est le charbon. Et les caractéristiques, la matière, il faut atterrir, ce n'est pas un charbon théorique, c'est la matière précise, comment le charbon colle au sol, comment il est lourd, comment il est difficile à sortir de la mine, comment il est difficile à transporter. C'est vraiment le charbon en tant que matière. Mais la question évidemment qu'on pourrait se poser, c'est une question très importante, c'est pourquoi finalement a-t-on si outrageusement simplifié le monde en séparant d'un côté la nature, de l'autre côté la société. Je l'ai dit, par exemple, même pour comprendre l'Empire romain, si vous ne prenez pas en compte les maladies, les premières épidémies, puisque les premières épidémies datent de l'Empire romain, vous ne comprenez rien à l'Empire romain. C'est une vision totalement abstraite que vous avez de l'Empire romain. Comment ça se fait qu'on a séparé comme ça, d'un côté la nature, de l'autre côté la société, au lieu des assemblages, au lieu des mises en commun? Alors là, ça revient à une question qui est très importante, sur laquelle je vais maintenant, qui sera mon 7e point, qui est un point peut-être le plus difficile de l'exposer, c'est ce qu'on appelle la bifurcation de la nature. Alors la bifurcation de la nature, c'est un concept justement de Whitehead que j'évoquais au départ. C'est lui qui a, ce philosophe, et Isabelle Stengers l'a trouvé, je pense que c'est arrivé chez Latour par Isabelle Stengers, et chacun a fait a moulu son grain avec cette affaire. On pourrait prendre un exemple concret, et je vais le faire maintenant. Prenons l'exemple de ce qui s'est passé à Rouen, avec l'incendie de l'usine chimique Seveso. On a une scène dans laquelle... Oui, le Brisol, mais une usine Seveso, le Brisol. Donc, prenons l'exemple de Rouen. Vous avez une scène où le Premier ministre dit « il n'y a rien à craindre ». La science, il a même dit la science. Plus personne, en général, on dit les sciences maintenant quand même. Bon, lui, il a pris cette vieille formule. La science nous dit qu'il n'y a aucun danger. Vous ne risquez rien. Et les gens ont dit, comme dit Isabelle Stengers, oui, mais quand même, ça pue. Donc d'un côté, on avait, oui, la science nous dit que. Et puis de l'autre côté, les gens disent, oui, mais quand même, ça pue. Et les gens ont bien raison de dire ça. Parce que, et c'est là qu'on a cette formule d'Isabelle Stengers, du oui, mais quand même, sur lequel on va sortir un livre en mois de janvier d'elle, là-dessus, le oui, mais quand même, qui est le sens commun. Le sens commun dit oui, mais quand même. Vous nous dites oui, mais quand même. Les pompiers qui sont allés sont malades. Oui, mais quand même. Et le Premier ministre qui dit ne que. Ce n'est que des choses qui ne sont pas dangereuses. La science nous dit ce n'est que cela. Donc entre le ne que d'un côté et le oui, mais quand même du sens commun, il y a tout un espace qui est intéressant et qui explique bien l'affaire que je voulais traiter de bifurcation de la nature. Quand on dit la science nous dit que, ici cela renvoie à ce que les chercheurs ont appris dans leur laboratoire. Mais qu'est-ce qui se passe une fois que les choses sont lâchées dans la nature? On ne sait pas très bien quand tous ces produits, on sait que ces produits pris individuellement, on peut fixer des doses toxiques, etc., pris dans un laboratoire, dans le modèle du laboratoire. Mais une fois qu'on est hors du laboratoire, que tout ça se répand, se mélange avec des suies, avec des vents, qu'est-ce qu'on sait de ce qui se passe? Et les scientifiques sont capables de témoigner de ce qu'ils ont observé dans leur laboratoire.
mais ils ne savent pas ce qui se passe quand ça se mélange. Et tous les scientifiques, évidemment, sont capables de parler des limites de leur connaissance. Alors ça, on a cet exemple-là de Rouen, que je trouve intéressant, mais on pourrait prendre l'exemple des OGM. Les OGM de laboratoire, ce n'est pas la même chose que les OGM en plein champ. Et ça, on l'a bien réussi. Je pense que c'était un mouvement très important qui a réussi à imposer cette idée. On ne sait pas ce que ça fait, les OGM en plein champ. On ne sait pas ce que ça peut produire dans le futur. On est dans l'ignorance la plus totale. On pourrait prendre un exemple encore plus caricatural, les automobiles. Les automobiles, elles sont testées sur leur degré de pollution dans des laboratoires. Ça, c'est des enceintes fermées où on les teste, etc. Et puis on sait quand elles sont lâchées dans les rues, elles polluent 12 fois plus, ou 10 fois plus. Donc vous voyez, la science n'est capable de témoigner que des choses limitées, ce qui a été observé dans les laboratoires. Et il n'y a aucune raison de renvoyer le « oui, mais quand même » à l'irrationalité. Si vous dites d'un côté il y a le rationnel, la science nous dit « ce n'est que », et de l'autre côté les gens qui disent « oui, mais quand même », ça c'est l'irrationalité. Si vous séparez ça, d'un côté le rationnel, de l'autre côté l'irrationnel, vous êtes politiquement perdu. Cette question-là. Vous êtes politiquement perdu parce que vous avez voulu faire à la science quelque chose pour lequel elle n'est pas équipée. La science et les scientifiques ne sont pas équipés pour répondre à ce type de questions. Alors, je voudrais ici, d'ailleurs, vous citer cette affaire de bifurcation de la nature dans un autre livre de Latour qui s'appelle Cogitamus. Alors, il explique ceci. Je passe alors sur qu'est-ce que c'est que les sciences ? Je passe sur un premier sens très populaire par lequel on désigne un ensemble de vertus. La science, être scientifique. Être scientifique, ce serait un ensemble de vertus ou de façons d'être. On dira du docteur Spock qu'il a l'air d'un vrai scientifique parce qu'il contrôle ses émotions. C'est pas mon cas. Parle d'une façon neutre, calcule tout le temps et qu'il est à la fois sérieux, légèrement besogneux et qu'il paraît objectif. Alors, Latour commente, chose amusante, par ce mot d'objectif, on désigne ici des qualités toutes subjectives. Des qualités qui concernent la personne et pas du tout l'objet connu. Alors il y a ensuite un deuxième sens, et c'est ça qu'on va retrouver notre bifurcation de la nature, que nous commençons à bien connaître, par lequel on distingue radicalement ce qui est scientifique de ce qui ne l'est pas. Alors ce qui n'est pas scientifique, la rhétorique, la politique, la religion, l'art. Cette fois-ci, on désigne une réalité sous-jacente, objective, celle des qualités premières, par opposition avec les qualités secondes, les illusions des sens, ce que croit le sens commun, et ainsi de suite. L'ennui de ce deuxième sens, que je voulais assez montrer, c'est qu'il est entièrement polémique, puisqu'il n'a pas d'autre contenu que de créer le contraste entre le rationnel et l'irrationnel, entre la science et le public qui dit « mais quand même ». C'est grâce à lui que peut se dérouler le grand récit qui nous a fait passer du cosmos archaïque à l'univers infini, mais hélas désenchanté et vide de sens. Donc voilà ce qu'il écrit. Dans cette notion, il parle déjà du sens commun, c'est-à-dire on a voulu opposer les sciences au sens commun, et tout le travail d'Isabelle Stenger, c'est justement, elle dit, le rôle du philosophe, ça va être d'être du côté du sens commun. C'est de donner au sens commun toute sa puissance d'agir, de faire la jonction entre le sens commun et l'aventure. Comme les scientifiques ne sont pas liés au progrès, mais sont liés à l'aventure aussi. Et il faut que ce soit la même chose pour le sens commun. Et en gros, dans son avant-dernier livre, Face à Gaïa, Latour redéfinira les choses de la manière suivante, sur qu'est-ce que la bifurcation de la nature. Ça consiste à désanimer une partie du monde, déclarée objective et inerte, et de suranimer une autre section, déclarée subjective, consciente et libre. Alors cette idée de la matière qui serait séparée entre qualité première et seconde, c'est-à-dire ce qui releverait de l'objectivité et qui releverait de nos impressions, de nos sentiments, elle date effectivement à la 3 siècles, elle date de Hume, et c'est ce qu'un philosophe comme Didier Debèze a appelé, c'est un matérialisme, mais c'est un matérialisme physicaliste, parce qu'il désanime, il est une manière de désanimer le monde, et de le séparer donc de la société, une fois qu'il est désanimé, puisque la société se caractérise par le fait qu'elle est animée. Donc la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que les modes d'abstraction, entre guillemets, qu'implique le fait de désanimer le monde, conviennent-ils? Sont-ils les bonnes manières d'appréhender la réalité? Et comment est-ce qu'ils correspondent aux réalités concrètes? Est-ce qu'ils nous donnent vraiment la préhension des réalités concrètes? Et là, on sait que maintenant, il y a toute une série de sciences qui surgissent et qui sont de plus en plus importantes,
qui montrent qu'on ne peut pas faire cette séparation. Je voudrais par exemple prendre l'éthologie. Si vous êtes dans la bifurcation de la nature, à ce moment-là, vous allez faire de l'éthologie avec des pigeons en cage que vous ferez répéter mécaniquement le même geste et vous n'apprendrez rien sur vos pigeons après avoir sacrifié des millions de pigeons. Et puis vous avez une autre manière d'étudier les pigeons, qui est celle des éthologues contemporains, qui consiste à les étudier dans leur milieu naturel, à les suivre, à faire une espèce comme le travail de Latour, des enquêtes, de les suivre sur leur chemin. C'est ce qu'ont fait Charles Stroum avec les babouins, c'est ce qu'ont fait en gros tous les chercheurs qui ont travaillé sur les animaux, c'est ce que fait Vincent Després avec les oiseaux, etc. Donc c'est tous ces chercheurs-là ont montré qu'il fallait, pour bien étudier les animaux, il ne fallait pas faire bifurquer la science. Ou c'est également, d'ailleurs on pourrait dire que en biologie aussi, toute la biologie qu'on a donnée comme exemple, celle du gène égoïste, qui a ensuite essaimé en économie. Nous sommes des êtres individuels les uns aux autres. D'un seul coup, elle est contestée maintenant, elle est mise en cause par des gens qui ont travaillé d'ailleurs avec Lovelock au départ, comme Margulis, qui ont montré qu'il y avait plein de choses, que ce qui comptait, ce n'était pas le gène, mais ce qui comptait, c'était les liens qui se construisaient entre des espèces différentes. Et ils sont remontés à un texte tout à fait intéressant de Darwin lui-même sur les orchidées, où Darwin a passé toute une partie de sa vie, c'était sa grande passion, à étudier les orchidées dans son jardin de la banlieue de Londres. Et ce qui le fascinait, c'est le rapport entre la guêpe et l'orchidée, que Deleuze reprendra ensuite. C'est-à-dire comment l'orchidée avait besoin de la guêpe pour se polliniser et pour continuer à vivre. Comment ce lien interrègne même, parce que là on est entre le règne animal et le règne végétal, comment sans les guêpes, il n'y a plus d'orchidées. Parce que les chercheurs ont montré que ça va encore beaucoup plus loin, puisqu'on sait maintenant que non seulement les guêpes vont se polliniser les autres orchidées du voisinage en allant se frotter, mais qu'elles font quasiment l'amour avec les orchidées, au point que toute une partie du travail de Darwin, on va sortir un petit livre là-dessus au mois de mars aussi, va consister à essayer de faire jouir les orchidées de son jardin aussi bien que les guêpes. Et il va mettre beaucoup de temps, et au bout de plusieurs années, il va réussir à construire des minuscules godemichés, il va réussir à faire jouir ces orchidées, et le jour où une orchidée va lui exploser au visage en projetant, parce qu'elle projette à 1 mètre leur pollen, ce sera le ravissement de Darwin face à il a réussi à faire jouir les orchidées aussi bien qu'une guêpe. Et c'était horriblement difficile. Et je ne vous dis pas tous les petits godemichés qui dessinent dans son cahier de laboratoire, les uns après les autres. Dans le livre, il y aura les dessins des petits godemichés de Darwin. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, on remplace, d'un seul coup, c'est ça qui devient la question intéressante. On se rend compte quoi? Que on est sous le signe, c'est le lien qui compte. C'est-à-dire que si vous vous privez, vous, de toutes les espèces, tous les animalcules qui peuplent votre intestin et votre corps, vous mourrez dans les minutes qui suivent. Nous ne vivons que par le lien que nous entretenons avec les espèces animales qui nous peuplent. Et l'on sait évidemment qu'on entre dans un monde qui devient toujours plus peuplé de ce point de vue-là. Toujours des nouveaux acteurs, toujours de nouvelles puissances d'agir qui viennent composer le monde. Et on pourrait dire que d'une certaine manière, l'épistémologie elle-même, elle a désanimé les sciences en renvoyant à une nature inerte. Alors, évidemment, Latour va arriver à une définition des sciences, une définition de ce qu'est un objet scientifique, en employant une formule. Il va parler des mobiles immuables. Les mobiles immuables. C'est même plus compliqué, c'est les mobiles immuables, présentables, lisibles et combinables. Excusez, c'est un petit peu compliqué. Qu'est-ce que font les scientifiques? Et moi, ça m'avait frappé, je travaillais à l'époque dans l'industrie pharmaceutique. J'étais frappé par le fait que qu'est-ce que c'est qu'un article scientifique, en biologie ou en physique ou ailleurs. Ça part souvent d'une observation sur le terrain, d'une lamelle, d'un neurone qu'on aura découpé, et vous, au début de l'article, vous aurez la photo de lamelle de neurone sous le microscope du chercheur. Et puis petit à petit, il va y avoir une deuxième représentation. Ça va passer avec un tableau de chiffres, puis une troisième, puis une quatrième, et on va avoir quelque chose qui se déplace. Jusqu'au bout, on va combiner cette découverte-là avec d'autres, pour faire un tableau plus général. Par exemple, la production de dopamine par des neurones du cerveau. Et on aura à la fin un tableau avec un graphique sur la production de neurones de dopamine par le cerveau dans telle ou telle circonstance.
Tout au bout, tout le long de cette chaîne, il y a effectivement des tableaux, des représentations successives qui se succèdent. On transporte quelque chose. Il y a un transport qui est fait. Mais ce n'est pas un transport, disons, on fait ce qu'on veut. C'est un mobile. Mais c'est un mobile dans lequel il y a quelque chose d'immuable. Il y a quelque chose d'immuable, l'objectivité, qui va se déplacer, reprise, transformée, mais qui est toujours là, qui est toujours présente, de bout en bout de la chaîne. Si la chaîne se rompt à un moment donné, le travail scientifique est cassé. D'autres chercheurs montreront qu'il y a eu un artefact et que ça n'a pas marché. Mais si le chercheur est capable de transporter depuis son neurone coupé en tranches sous le microscope pour observer les sécrétions de dopamine jusqu'à des graphiques et des tableaux à la fin, là, effectivement, s'il a suivi son mobile immuable, ou ce qu'il y a d'immuable dans ce qui se déplace, à ce moment-là, il aura fait son travail scientifique. Donc il s'agit de rendre compte des techniques, quand on décrit le travail des scientifiques, on rend compte des techniques de description, de visualisation qui sont propres aux sciences. Ils ont des techniques de visualisation, d'inscription. Et Bruno écrit, par exemple, « Ainsi l'histoire des sciences est-elle, pour sa plus grande partie, l'histoire de la mobilisation de tout ce qui peut être rendu mobile et envoyé à la maison par cet universel mouvement. » Donc, évidemment, on retrouve la théorie déambulatoire de la vérité, qui était celle des pragmatistes, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire d'éviter, si on veut bien refléter le travail scientifique, il faut éviter ce que la tour appelle le double clic. C'est-à-dire le tac-tac, vous tapez, hop, et puis vous avez tout de suite les deux bouts de la ligne, les deux bouts de la chaîne qui sont réunifiés. On a perdu toutes les étapes, tout le cheminement qui est entre les deux. Donc, il faut opposer au double clic le vrai cheminement, et c'est pour ça qu'il faut évidemment faire des enquêtes. Latour écrit ça. « Si vous souhaitez convaincre un grand nombre de gens de choses inhabituelles, c'est vous que vous devez d'abord sortir de vos habituels chemins. Vous reviendrez accompagné d'un grand nombre d'alliés imprévus et nouveaux, comme Pasteur avec ses microbes et ses ferments, des nouveaux alliés contre Pouchet. Et vous convaincrez, c'est-à-dire que vous vaincrez tous ensemble, avec vos microbes, avec vos neurones découpés en rondelles et la dopamine qui en sort. Encore faut-il que vous soyez capable de revenir avec les choses, de ne pas les laisser en chemin, de revenir avec les choses. Si vous en êtes incapable, vos mouvements seront perdus. Il faut donc que les choses puissent supporter le voyage sans se corrompre. Il faut aussi que toutes ces choses puissent être présentées à ceux que vous souhaitez convaincre et qui n'ont pas été là-bas, sous le microscope, au début de vos observations. Pour résumer, il faut que vous inventiez des objets qui soient mobiles, immuables, présentables, lisibles et combinables. C'est ça qui consiste à faire. C'est ce qu'il écrit dans un article qui s'appelait « Les vues de l'esprit, sociologie de la traduction ». Autrement dit, la connaissance scientifique repose sur des systèmes d'inscription capables d'enregistrer, de conserver et de transporter des traces laissées par un sujet d'étude. C'est-à-dire, en somme, de créer des objets, que j'ai dit mobiles, immuables, etc., à partir desquels il est possible de capitaliser de la connaissance. Ces mobiles immuables, ils vont prendre plus tard, dans le travail de Latour, dans un gros livre qui s'appelle « L'enquête sur les modes d'existence », où il essaie de distinguer ce qui caractérise le discours scientifique, le discours religieux, le discours politique, le discours juridique, et tout comme ça, il va trouver 15 modes d'existence. C'est des êtres qui circulent. C'est des êtres. Et ces êtres-là, ils ont une ontologie particulière à chaque fois. Il va les appeler des êtres de référence, parce qu'il y a une référence qui court tout le long. Donc les objets scientifiques sont des références qui circulent comme ça, le long de longues chaînes. Alors cette référence qui circule, et qui montre bien le travail des scientifiques, n'est pas la réalité. Ce n'est pas la réalité elle-même. Ils n'existent pas comme ça. C'est déjà des transcriptions qui existent. Il n'y a pas adéquation totale entre eux et la réalité. Il y a un travail d'abstraction qui est fait. Et cette abstraction fait qu'on n'est plus totalement dans la réalité telle que ça ne se substitue pas à ce qu'ils connaissent, ce qu'ils nous font connaître. Mais ça ne se substitue pas. C'est pourquoi il y a un autre mode d'existence qui va permettre à Latour de répondre aux relativistes très vite, qui va appeler REP, et qui est pour reproduction. C'est-à-dire que les êtres eux-mêmes, ils se maintiennent dans leur être, ils endurent, ils existent indépendamment de la manière dont les scientifiques transportent des informations sous forme de mobiles immuables. Cette table, elle existe par elle-même. Ces microbes, ils existent par eux-mêmes. Donc il y a un mode qui est la référence, qui est le propre de mode d'existence des objets scientifiques, et puis il y a le propre mode d'existence des choses qu'il va appeler le mode REP. C'est l'état de choses qui demeure semblable à lui-même à travers l'épreuve de la substance.
Il faut évidemment apprendre à désamalgamer les deux modes. Il faut désamalgamer les deux modes qui s'articulent l'un à l'autre, qui se rencontrent, qui se croisent. Mais il faut, parce que dans ce désamalgame, les sciences ne perdent pas leur objectivité, mais elles perdent leur unification sous forme la science. Et Latour écrira dans Face à Gaïa, « La science ne progresse pas par la simple expansion d'une vision scientifique du monde. » Trop simple. Ce n'est pas une vision scientifique du monde qui s'étend et qui se généralise et qui gagne tous les domaines. Donc la science ne progresse pas par la simple expansion d'une vision scientifique du monde déjà existante, mais par la révision permanente de la liste des objets qui peuplent le monde et qui sont des actants. Et toujours de nouveaux. Et les scientifiques en font apparaître toujours de nouveaux. Autour de tous ces actants, évidemment, et ce qui les anime tous, il n'y a pas de super-organisme. Latour c'est très important chez lui, il n'y a pas de super-organisme, mais il y a toujours un enchevêtrement de causes et d'effets qui forment des boucles de rétroaction. Dans l'exemple même est Gaïa, qui est formé d'une série de boucles de rétroaction. S'il y a une atmosphère, c'est parce qu'il y a des vivants. Et c'est l'interaction des vivants avec les roches, avec l'ensemble des mécanismes qui permettent qu'on puisse continuer à vivre sur la Terre. Voilà ce qu'il écrit. Quand il parle de l'ensemble de la société, entre guillemets, de l'ensemble de la société, Latour n'emploie jamais le mot de société. La société n'explique rien, dit-il. C'est ce qu'il faut expliquer. C'est un résultat, la société. Donc on ne peut jamais dire la société nous permet de comprendre que. Non, il suffit d'avoir ce que c'est que la société, puisqu'on ne sait pas ce que c'est. Donc c'est quoi votre société? Comment vous la composez? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a les insectes dans la société. 80% des insectes qui ont disparu, ils sont dans votre société ou ils n'y sont pas? Ah ben s'ils n'y sont pas, ce n'est pas la même société que la mienne. Parce que dans la mienne, il y a les 80% d'insectes qui disparaissent. Donc comment vous composez votre société? Comment vous composez le monde? Comment vous composez le globe? À chaque fois, la question de ces grands trucs massifs, c'est comment ils sont composés. Donc quand il parle de l'ensemble de la société, du contexte social, qui n'est plus un contexte, il n'y a plus de contexte, il n'y a plus d'environnement, là. Tout ça, c'est monté sur scène aujourd'hui. De la mondialisation. Alors, quand il parle de ça, les intellectuels esquissent une forme avec leurs mains qui n'a jamais été plus grosse qu'une citrouille, de taille raisonnable. Mais c'est que le problème est quand même, quand on parle de la nature, de la terre, du global, du capitalisme ou de Dieu, à chaque fois on suppose l'existence d'un super-organisme. Le parcours des connexions est aussitôt remplacé par un rapport des parties et du tout, dont on dit sans y penser qu'il est forcément supérieur à la somme des parties, alors qu'il aurait toujours forcément inférieur. Pour être toujours plus dans la partie que dans le tout. Plus grand ne veut pas dire englobant, mais davantage connecté. Alors je vais terminer, oui, c'était long, en terminant par ce retour, que j'appellerais la dernière partie, le déchaînement de Gaïa, ou la question du nouveau régime climatique. Alors ce livre-là, ou Face à Gaïa, ce n'est pas des livres d'écologie. Quelque part, Latour ne fait pas de l'écologie, au sens d'une question spécifique et supplémentaire qui viendrait s'ajouter aux toutes les autres. Ce n'est pas ça que Latour nous propose. Latour nous propose une redéfinition générale, une recomposition du monde, qui est possible parce que nous sommes plongés dans une crise existentielle où c'est devenu une question de vie ou de mort, à savoir le nouveau régime climatique. Mais le climat chez Latour, ce n'est pas le climat météorologique. Quand il parle de nouveau régime climatique et de climat, c'est pris, je le cite, c'est pris ici au sens général des rapports des humains à leurs conditions matérielles. Le climat, c'est l'ensemble des rapports des humains à leurs conditions matérielles. C'est ça qui forme le climat. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il est à la recherche en permanence de nouveaux mots pour parler de ce dont il veut parler et dont il est si difficile de parler de manière juste et de se faire comprendre. Là, il va inventer de nouveaux mots, on pourrait y revenir dans le débat. Mais la question climatique, dit-il, au sens fort, organise toute la politique du temps présent. Et il explique qu'il y a un acteur, Gaïa, qui va souvent mettre au pluriel. Gaïa sera souvent suivi d'un verbe au pluriel, comme si c'était une multiplicité qui justifiait le pluriel. Ou il va l'appeler le terrestre, ou le géo, ou il va l'appeler la zone critique. Cette zone critique, c'est cette zone de quelques kilomètres d'espace, de profondeur dans le sol et d'atmosphère dans lequel on vit, et dans lequel, si elle est détruite, qui nous détruira. Donc cette zone critique, dit-il, il y a des chercheurs, il y a des sciences spécialisées dans ces zones-là, et cette zone critique, dit-il, est très largement une terra incognita. On ne sait pas comment elle fonctionne. Et ici, il parle de zone, ce n'est pas un hasard, il a pris ça
parce que c'est à la fois un mot vague, puis parce que ça évoque des choses qu'il aime bien aussi, qui sont les ZAD, qui sont une façon de réoccuper le terrestre, que Bruno évoque régulièrement et qu'il aime bien, qui sont le travail des zadistes. Donc, là, si vous voulez, Gaïa, ce n'est pas un arrière-fond, on est passé de l'idée d'un environnement, c'est-à-dire un arrière-fond, un décor, c'est pas du tout stable, c'est quelque chose qui rend coup pour coup à ce qu'on lui fait, et qui est indifférent totalement pour les questions sociales, à notre gentillesse ou autre. Gaïa est totalement indifférente à tout cela. Gaïa, c'est le système de rétroaction du système Terre. D'un côté, on a la Terre vue de Sirius, que personne n'a vu, à part quelques cosmonautes qui sont montés dans le truc, puis personne n'a jamais vu la Terre comme ça. Puis il y a la Terre telle que nous la percevons, depuis la zone critique, de l'intérieur. Et dit-il, ça donne naissance à deux types de sciences. Il y a les sciences vues de Sirius, qui sont souvent des sciences désanimées, et il y a les sciences vues de l'intérieur, les sciences qui sont animées. L'air n'est pas un environnement pour les vivants, mais c'est le résultat de leur action. Ça, c'est les travaux de Lovelock. Il y a évidemment une énigme, qui est l'énigme du nombre d'actants, du nombre de puissances d'agir. On en rajoute en permanence, on en découvre toujours de nouvelles. Il y a aussi, évidemment, comment décrire cette terra d'incognita. Par exemple, on a vu les unes du monde, 80% d'insectes ont disparu en Europe. Qu'est-ce que ça implique? On n'en sait rien. C'est terra incognita. Comment explorer cet entremêlement des humains avec les nouveaux acteurs, les nouvelles puissances d'agir? Et Latour écrit ceci: on sait ce que c'est faire la guerre aux insectes. Mais que veut dire, qu'implique de se battre à leur côté pour eux? C'est un vrai retournement, là, effectivement. Et alors, dans son livre, il explique qu'il n'y a pas de terre correspondant au projet de modernisation qu'est le nôtre. On habite simultanément deux mondes. Le monde dans lequel on est et le monde dont on vit, dont on tire nos ressources. Et il faut arrêter de faire comme si on était dans un seul monde et comme si le monde dans lequel on est et le monde dont on tire nos ressources étaient le même. On sait que c'est une vraie question politique importante, puisqu'on sait que si on voulait que toute l'humanité vive comme nous, il faudrait 6 terres. Tout ça, les scientifiques ont bien montré. Donc comment on fait avec un problème de ce genre? Ce n'est pas une petite question. Hein. Ce n'est pas une petite question simplement de mélanger la question sociale et la question du climat. Comment on fait face à une question de cette ampleur-là? Donc comment composer le monde commun, dit Bruno, morceau par morceau, zone après zone, pixel après pixel. Puisque nous ne savons pas de quoi est faite cette zone critique, nous ne savons pas comment... Et, dit-il, donc, c'est comme ça. Donc s'il n'y a plus de nature ou de science, sous science, ça cachait souvent l'économie avec un grand E, pour pacifier, pour mettre tout le monde d'accord, comment, si on n'a plus ça, la science, la nature, comme un tiers, pour pacifier les querelles, comme Hobbes avait inventé le Léviathan, l'État, pour pacifier les guerres de religion. Si on n'a plus cette nature, si on ne peut plus en appeler une nature inerte, inanimée, pour pacifier nos débats et nous mettre tout le monde d'accord, alors dit Latour, aujourd'hui, on entre dans une période qui est la période de la guerre de tous contre tous. Nous avons perdu la sécurité du grand Léviathan. On est passé de la nature au-dessus de nous à Gaïa face à nous. C'est aussi un geste, vous voyez. Gaïa, elle n'est pas au-dessus de nous comme la nature, elle est face à nous. Et c'est pour ça que le titre de son livre, ça s'appelle Face à Gaïa. C'est encore plus fort en anglais, ça s'appelle Facing Gaïa. Et Facing Gaïa, c'est presque faire face à Gaïa, affronter Gaïa, presque on pourrait dire. Donc, je terminerai en vous donnant cette phrase que, dans une pièce de théâtre que Latour a aidé à monter, qui s'appelle le Gaïa Global Circus. Et dans ce texte, une climatologue répond à un envoyé des climato-sceptiques, un factotum, dit-il, des climato-sceptiques. Elle lui dit, ce qui fait que les sciences ont un nouveau rôle à jouer dans cette bataille qui est la nôtre, elle dit ceci: « Allez dire à vos maîtres que les scientifiques sont sur le sentier de la guerre. » Je vous remercie. Bon, d'abord, sur la question de la vérité. Je pense qu'on pourrait dire que, c'est ça qui est intéressant, c'est que dans le livre L'enquête sur les modes d'existence, qui est une ontologie généralisée, puisque chaque être
des sciences, il y a un être des sciences, il y a un être de la religion, il y a des êtres qui sont de la fiction, des êtres de la métamorphose. Enfin, il y a 15 modes d'existence de différents êtres. C'est un tableau, c'est le plus gros livre de Bruno-Latour. Disons qu'on pourrait dire qu'il y a chaque mode d'existence a un régime de vérité qui lui est propre. Je vais donner un exemple. Si vous lisez une fiction, et ça il y a un mode d'existence chez Latour qui s'appelle fic, les fictions. Quand vous achetez, quand vous lisez Madame Bovary de Flaubert, vous ne vous posez pas la question de, si vous commencez à vous interroger sur « Ah, mais elle n'a jamais existé. C'est un mensonge. Il n'y a pas de Madame Bovary, on a mené une enquête. Hein, c'est totalement... » Donc, et pourtant, Madame Bovary, elle est vraie dans un mode d'existence particulier qu'est la fiction. Et la fiction, c'est un mode d'existence qui a des exigences très précises. C'est pas parce que c'est de la fiction qu'on fait n'importe quoi. Quand Flaubert écrit Madame Bovary, il faut respecter un nombre de règles. Enfin, les gens qui sont mis à écrire des romans savent le nombre de règles effroyables qu'il faut respecter, le nombre de détails inouïs par lesquels il faut passer. C'est une formule que Angelo Rinaldi donne tout le temps, le nombre de détails inouïs par lesquels il faut passer pour que ça existe, pour que ce soit vrai. Madame Bovary, dans son mode d'existence qu'est la fiction, elle est vraie. Elle est plus vraie qu'une enquête qui va être faite sur une histoire de tromperie, etc., qu'on va relater dans un journal. Donc, voilà un mode d'existence, la fiction, dans lequel on sait quand ça marche ou quand ça ne marche pas. On sait quand c'est vrai ou quand c'est faux. Quand on lit un mauvais roman, si vous lisez du Amélie Nothomb, ça c'est faux. On va dire c'est faux, là. Et vous piétinez le livre à l'arrivée. Mais si vous lisez, évidemment, Madame Bovary, vous dites non, il y a quelque chose qui fait que ça existe vraiment, ce personnage, qu'il a une vraie existence. De la même manière, prenons les questions juridiques. Il y a un régime propre au droit, sur lequel Deleuze avait déjà insisté, en insistant sur l'importance de la jurisprudence comme mode d'invention du droit, que Latour a repris dans son enquête sur le Conseil d'État. Par exemple, prenons une notion qui vous paraît vraie à tout le monde, le féminicide. Ça paraît vrai, il y a des féminicides, c'est une notion importante. En droit, ça n'existe pas. Ça changera peut-être. Mais actuellement, en droit, il n'y a pas d'existence juridique. Et quand les juristes qui savent la particularité du droit, comment le type de chaîne qu'il faut réunir pour fabriquer du droit, les juristes disent toujours, ils parlent de vérité juridique. C'est peut-être un de ces rares, dans tous ces domaines-là, c'est peut-être un des rares domaines où les professionnels emploient le mot de vérité juridique. C'est la vérité juridique, ça veut dire, sur cet enchaînement particulier qui est le mode d'existence d'un objet de droit, d'un être qui peuple le droit, qui circule, ça tient. Et effectivement, il peut y avoir des choses qui ne tiennent pas, et il peut y avoir des ruptures. C'est pour ça qu'il y a tout ce système très compliqué, qui permet de vérifier, de cours d'appel, de cours de cassation, de tribunaux, de cet empilement successif, de conseils d'État, de conseils constitutionnels, pour vérifier à chaque fois que... Et des fois, on est surpris, si on croit que le droit n'obéit qu'à une des classes, on est surpris parfois par telle décision du Conseil constitutionnel, dont on se félicite. Et parce qu'il y avait, dans la façon dont ça avait été fait, il y avait le système, disons, de véridiction propre au droit n'avait pas été respecté. Et le Constitutionnel casse la décision. Bon. Donc et parfois, malheureusement, on n'est pas content. Et des fois, on est content, parce que ça va dans l'autre sens. Mais nous, ça va dans l'autre sens pour d'autres raisons, pour des raisons politiques. Mais les gens qui fabriquent le droit, etc., ils sont obligés, ils sont pris. Et le jour où ça disparaît, là, le jour où ces systèmes-là disparaissent, là, c'est... Le jour où il n'y a plus de Conseil constitutionnel, plus de Conseil d'État, plus de Cour d'appel, là on est mal. Hein. Je vous signale qu'on est mal. Hein. Là, on change de régime. Hein. Prenez une autre la religion, je vous l'ai donné au départ. C'est pour ça qu'il s'intéresse au discours religieux. Ce qu'il appelait, je reviens au point de départ, la vérité en religion n'est pas la vérité. Et la vérité, il y a une vérité en religion. Hein. La vérité en religion, c'est, pour résumer chez les chrétiens, la vérité en bonne religion, c'est... je viens annoncer la bonne nouvelle. Voilà. On peut résumer, on ne sait pas ce que c'est la bonne nouvelle, mais on vient annoncer la bonne nouvelle. Et comme dit Latour, le mode particulier du discours qui est vrai ou qui est faux en religion, il a ses propres règles. Et il dit, Péguy les a bien inventées en disant il faut répéter tout le temps la même chose sans rabâcher. C'est très difficile de répéter toujours la même chose sans rabâcher. C'est ce que j'ai l'impression de faire là.
Mais tu vois, donc, comme ça, chaque régime, on pourrait dire, si tu veux, qu'il y a des régimes de vérité différents, et tu vas voir qu'avec la fiction, ça marche bien, quoi. Il y a un régime de vérité particulier à la fiction qui permet de dire, ça marche, c'est bon, ou c'est pas bon, ou ça ne va pas. C'est aussi bien en droit, en religion, etc. Alors, sur Bachelard, je connais très très mal. Voilà. Toi, tu connais sans doute, alors je ne sais pas capable de te répondre. Je pense que d'une certaine manière, Bachelard, Latour le connaît sans doute assez mal aussi, je ne sais pas, hein, certainement. Ça ne fait pas partie de sa culture en tous les cas. Il parle plutôt de ce qu'on a fait dire à Bachelard peut-être. Je sais qu'Isabelle Stengers n'aime pas du tout Bachelard et qu'elle a fait sa thèse contre Bachelard. Mais je n'ai jamais lu sa thèse non plus, donc je ne pourrais pas t'en dire plus. Bon. Alors, ce que tu parles, l'association au constructionnisme, ou au déconstructionnisme, avec tout ce que c'est une chose très importante, sur la question des créationnistes, des débats, etc. Il y a des gens qui ont été surpris, tous ceux qui disaient Latour est un relativiste, ont été surpris qu'il mène le combat aussi fermement contre les climato-sceptiques. Parce qu'après tout, l'anthropologie symétrique, dont il se réclame, et certains de ses étudiants sont tombés dans le piège. Moi, j'ai reçu beaucoup de manuscrits d'étudiants de Bruno qui étaient symétriques jusqu'au bout, d'une certaine manière. Et les boîtes noires ne se refermaient pas, à aucun moment. Donc, on renvoyait tout à dos, tout se valait. Bon. Latour a construit tout son système contre ça. Et son premier livre écrit avec Woolgar, La vie de laboratoire, après il rompt avec Woolgar, très vite, là-dessus. Et le parcours intellectuel de Latour est surtout un parcours américain et anglais, à Harvard et ailleurs. En France, quelque part, il va passer un peu inaperçu pendant des années et des années. Et c'est dans le combat contre les relativistes qu'il va avancer, et qui va l'amener à abandonner certaines notions. Un de ses premiers livres, il avait mis comme sous-titre « La construction des faits scientifiques », je crois. Il a fait, très vite, il a dit « il faut enlever ce sous-titre ». Ça ne va pas du tout. Le mot « construction » ne va pas ici. Donc il l'a fait enlever parce qu'il s'est rendu compte dans la démarche, dans la bataille avec les Anglais, parce que c'est surtout les Anglo-Saxons qui ont donné naissance à ces courants relativistes dans le domaine des sciences. Bon. Et donc il a mené toute sa bataille, elle se fait en fait, c'est une bataille contre ces courants-là. En France, on l'a moins vu parce qu'en France, la bataille n'a pas beaucoup eu lieu, quoi. On n'a pas eu beaucoup de vrais relativistes comme il y en avait aux États-Unis, en Angleterre, dans le domaine des sciences. Alors, chez Latour, est-ce que tout est renvoyé dos à dos? Non, parce que pour lui, la querelle avec les créationnistes, par exemple, ce n'est pas une controverse scientifique. Comme la controverse avec les climato-sceptiques. Pour Bruno, ce n'est pas une controverse scientifique, la controverse, elle est close sur le réchauffement climatique. Elle est terminée. C'est-à-dire que dans les institutions, dans les laboratoires, etc., quand il y a eu un peu de débat, cette question est terminée. C'est une boîte noire, elle est refermée. C'est une fausse controverse. C'est une controverse où on mélange les modes d'existence. Parce que le grand danger, s'il y a plusieurs régimes de véridiction qui existent, le grand danger, c'est de les confondre. C'est de juger la religion avec le mode de véridiction qui est celui des sciences. C'est de juger le droit avec le mode de véridiction qui est celui de la religion. C'est de mélanger les modes d'existence. Les modes d'existence s'entremêlent, s'emberlificotent les uns les autres, se superposent, se chevauchent pour aboutir à faire société, pour aboutir à faire un monde, à faire un globe. Qu'est-ce que tu mets dans le monde? Tu me parles du monde, qu'est-ce que tu mets dans ton monde? Pour composer le monde. Mais il ne faut surtout pas les confondre. Le grand péché contre l'esprit, c'est de confondre les modes d'existence. Et pour Latour, les créationnistes sont typiques de gens qui confondent le mode d'existence de la religion avec le mode d'existence des sciences. Ils veulent faire comme les sciences. Mais sauf que la religion n'obéit pas du tout à ce modèle-là. Et en voulant faire comme les sciences, ils ridiculisent les sciences, et d'une certaine manière même. Donc, quelque part, ce n'est pas les relativistes qui sont responsables de ça, c'est plutôt les épistémologues qui ont cru qu'il y avait un modèle scientifique. Chez Latour, il n'y a pas de modèle scientifique. Chaque science invente. Donc, si tu penses qu'il y a un modèle scientifique, qu'il y a une raison au-dessus de nous, qui est la raison qui avance et la nature qui se dévoile, là, tu peux être amené, justement, à confondre des modes d'existence parce qu'il n'y a plus qu'une vérité. Il n'y a plus qu'un mode de véridiction. Et là, tu laisses la place, justement, aux créationnistes ou aux climato-sceptiques. Donc, alors Latour, évidemment, n'est pas du tout un relativiste. C'est vraiment, je crois, une confusion totale. Et pour terminer sur ce que tu disais, Luc, avant de te répondre, sur Latour est convaincu que ce qui se passe là, ça nous fait rentrer dans une guerre de tous contre tous.
on quitte la période ouverte par Hume de la paix, d'une certaine manière. C'est fini. Des régimes westphaliens, parce que le nouveau régime climatique ne connaît pas les frontières. Il était indifférent aux frontières. Et il conclut il conclut la deuxième conférence face à Gaïa, avec ce petit texte que je vais te lire, que je vais vous lire parce qu'il est très intéressant. Aussi épouvantable que fut l'histoire, on y reviendra, il donne une image après qui me semble intéressante. Aussi épouvantable que fut l'histoire, la géohistoire sera probablement pire, puisque ce qui jusqu'à maintenant était resté tranquillement à l'arrière-plan, le paysage qui avait servi de cadre à tous les conflits humains, vient rejoindre le combat. Ce qui était une métaphore jusqu'à présent, cette métaphore c'est que même les pierres crient de douleur face aux misères que les humains leur ont faites, est devenu littéral. Clive Hamilton affirme que l'ennemi de l'action est l'espoir. Cet espoir inaltérable que tout ira mieux et que le pire n'est pas toujours certain. Hamilton prétend qu'avant d'entreprendre quoi que ce soit, nous devons déraciner l'espoir de notre cadre de vie désespérément optimiste. C'est donc avec beaucoup de scrupules que je mets cette série de conférences sous le sombre avertissement de Dante, abandonner tout espoir. Ou dans un style plus moderne, cette phrase de Dugald Hinn, citée par Deborah Danowski et Eduardo Vivero de Castro, « What do you do after you stop pretending ?» Qu'est-ce que vous allez faire quand vous arrêterez de faire les malins? Donc c'est la guerre devient beaucoup plus compliquée, beaucoup plus forte, une guerre de tous contre tous. Et on le voit aujourd'hui avec le fait que les migrations, par exemple, les migrations telles qu'on les connaît vont être complètement redéfinies par le nouveau régime climatique, complètement accélérées, etc. Donc tout ça va entrer et modifier le monde tel qu'il se compose. Donc la guerre se redéfinit, il y a des nouveaux acteurs, ça suppose des nouvelles alliances, ça suppose des nouvelles redéfinitions. Et ça, Latour a dit, il faut tout redéfinir, parce que par exemple, le reproche fait... je vais vous citer une phrase de Marx, qui est intéressante, parce qu'elle Marx dit ceci. « Quand avec le développement multiple des individus, les forces productives se seront accrues elles aussi, et que toutes les sources de la richesse collective jailliront avec abondance, alors seulement l'horizon borné du droit bourgeois pourra être définitivement dépassé et la société pourra écrire sur ses drapeaux de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins. » Donc, un qui a beaucoup critiqué ça, c'est Ben Saïd, quand il dit, critiquant Mandel d'ailleurs, qui reprenait ça, où Ben Saïd parle du joker de l'abondance. Hein, pour sauver les rêves communistes, etc. Il y a Ben Saïd dit, il faut arrêter de sortir le joker de l'abondance. On le sait, que le joker de l'abondance... Mais du coup, si on réencastre l'économie, si on appuie une économie, je vais vous donner une autre phrase de Marx, qui montre que c'est qu'une économie désencastrée. La richesse des sociétés, c'est dans le capital, la richesse des sociétés dans laquelle règne le mode de production capitaliste s'annonce comme une immense accumulation de marchandises. L'analyse de la marchandise, forme élémentaire de cette richesse, sera par conséquent le point de départ de nos recherches. La marchandise est d'abord un objet extérieur, une chose qui par ses propriétés satisfait des besoins humains de n'importe quelle espèce. Que ces besoins aient pour origine l'estomac, la fantaisie, leur nature ne change rien à l'affaire. C'est ça l'économie désencastrée. C'est-à-dire que déjà, pourtant à l'époque de Marx, il y a des gens qui disaient « mais le charbon, quand il n'y en aura plus, comment ça va se passer ?» Il y a des gens déjà qui posaient cette question-là. Qu'est-ce qui va se passer quand il n'y aura plus de charbon? Bon. C'est-à-dire que ce n'est pas inépuisable cette affaire-là. Donc Latour essaye de... Alors, par exemple, quand on pense en termes de production-reproduction, classiquement, si on réencastre dans ce que la Terre peut donner, ou ce qu'elle ne peut pas donner, dans ce qu'on exige, la manière dont on exploite la Terre, les ressources naturelles, comme on dit, hein, entre guillemets, il faut trouver d'autres mots pour parler de la reproduction et de la production. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, en tâtonnant, parce qu'il y a beaucoup de tâtonnements pour trouver des nouveaux mots, il parle à un moment d'engendrement. Il faut trouver un mot qui permettrait de parler de la reproduction en mettant en cause ce qui est engendré par la Terre. Bon. Donc il emploie ce mot, peut-être qu'il ne l'emploiera plus dans d'autres articles, etc. Il l'emploie à un moment donné parce qu'il faut trouver des mots nouveaux pour parler de ce qu'implique une économie réencastrée dans le terrestre. Une économie qui a atterri, qui n'est plus séparée, qui n'est plus une analyse de la marchandise, on ne parle plus d'une analyse de la marchandise comme ça, totalement suspendue au-dessus du monde. Alors, évolution, tu parlais de l'évolution, mais l'évolution est au centre évidemment, de tout ça. La théorie de l'évolution est au centre parce que c'est un mode d'existence chez Latour. C'est le mode d'existence reproduction.
Alors ça concerne évidemment les animaux, les humains, etc., mais les chaises, les tables, les pierres, qui se maintiennent en elles-mêmes. Donc la REP, c'est un mode d'existence dans lequel est inclus l'évolution. Donc là, je crois qu'il n'y a absolument aucun problème. La tour n'a vraiment aucun problème avec ça. Et évidemment, la théorie de l'évolution a été désanimée dans la bifurcation de la nature en ne faisant une théorie du gène égoïste. Bon, ça, c'est une façon désanimée de faire de la théorie de l'évolution, avec une évolution en surplomb, qui devient une espèce de divinité, une espèce de méta-répartiteur général, qui devient une nouvelle divinité. Et puis, il y a une façon de suivre à la trace, de faire une enquête permanente avec ces êtres. Et le plus beau livre d'une alliée de la Tour, qui est Anna Tsing, c'est ce livre qui s'appelle « Le champignon de la fin du monde », où c'est en suivant le parcours d'un champignon, le Matsutake, qu'elle reconstruit tout ce qu'est le capitalisme d'aujourd'hui, et qu'elle montre ce qu'est le capitalisme aujourd'hui, en suivant un champignon. Alors, on pourrait peut-être le faire aussi en suivant les insectes, en suivant des choses, mais c'est bien évidemment, c'est une biologie qui aujourd'hui est en pleine évolution et qui est en train de se réanimer, qui est en train de dépasser la bifurcation de la nature, au sens où Margulis, par exemple, plein d'autres chercheurs se sont battus contre la théorie du gène égoïste en montrant que c'était une manière de désanimer le monde et que ça ne permettait pas de comprendre comment les espèces n'existaient que dans les liens qu'elles tissent avec les autres, y compris parfois appartenant à d'autres règnes. C'était l'exemple de la guêpe et de l'orchidée, qui est déjà chez Darwin. C'est intéressant. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à tout le monde, mais j'ai essayé. C'est ma réponse à moi, ce n'est pas celle de Bruno. Latour se méfie beaucoup, il emploie très peu le mot de capitalisme. Il l'emploie parfois, mais assez rarement. Parce que, dit-il, le premier argument qu'il emploie, c'est si vous dites que l'ennemi c'est le capitalisme, vous vous désarmez. Vous ne savez plus comment faire, parce qu'on ne sait pas comment en finir avec le capitalisme. Et donc, si vous dites ce qui se passe, c'est le capitalisme dans ses conséquences, eh bien, vous risquez de vous désarmer, de devenir totalement impuissant, les bras vous en tombent. Comme disait, il le cite souvent, on a plus de facilité à imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme. Une fameuse formule employée par Jameson, je crois. Frédéric Jameson, donc un marxiste. Donc, Latour se méfie à chaque fois des grands ensembles comme capitalisme. Il se méfie des grands ensembles comme société, de la même manière. C'est la société. Je me rappelle même d'affiches d'une organisation politique que tu connais bien, qui était « Il faut renverser la société capitaliste ». J'en étais tombé à la renverse. Parce que renverser la société, putain, mais je suis plutôt partisan de la défendre, de la société contre le capitalisme. Mais renverser, il faut défendre la société contre le capitalisme. Comme disait Foucault, il ne faut pas renverser. Et qu'est-ce que la société, elle, être capitaliste, j'en sais rien. Et alors, donc, bref, tout ça est un... Bon. Si tu veux, pour Latour, il faut partir toujours des entremêlements, des embellificotements qui nous paralysent et qui nous permettent d'apprendre et d'enquêter sur le monde, de composer, de voir comment le monde est composé. Donc, d'une certaine manière, il serait, si tu veux, un livre qui emploie beaucoup plus, qui est dans tout un mode latourien, qui est le livre d'Anna Tsing sur le champignon de la fin du monde, l'anthropologue Anna Tsing. Elle suit donc le champignon et elle montre l'idée d'Anna Tsing. C'est très intéressant parce qu'elle montre comment elle parle des capitalismes au pluriel, parce qu'elle montre comment il n'y a pas un capitalisme jamais, mais qu'il y a plein de capitalismes qui se complètent les uns les autres, et qu'il n'y a pas d'étapes dans l'histoire des capitalismes, et qui sont tous superposés les uns aux autres, que tout ce qu'on décrit sous forme d'étapes, en fait, ils existent en même temps, les uns à côté des autres, ils se nourrissent les uns les autres. Ça va l'intéresser. Donc il faudrait le premier obstacle, donc si parler de capitalisme nous rend impuissants, peut-être qu'il faut s'y prendre autrement, dans la manière de décrire les ennemis qui sont les nôtres. Et donc il parle beaucoup de la nécessité de désigner les ennemis aujourd'hui. Il dit d'ailleurs la même chose, alors sur l'affaire de Gaïa, il distingue très précisément, si tu as lu attentivement, Gaïa et Gai, que tu connais bien, la déesse préhistorique d'avant les dieux classiques. Il distingue très précisément les deux. S'il emploie le terme de Gaïa, c'est parce qu'il la reprend, non pas des Grecs, il le précise très précisément, ça n'a rien à voir avec la déesse grecque, ça a tout à voir avec le travail de Gaïa, de Lovelock, qui voulait décrire un système de bouclage
qui faisait que les vivants avaient fabriqué les conditions qui leur permettaient de continuer à vivre. L'atmosphère qui nous entoure est le résultat de l'action des vivants qui s'intermélangent, s'embirlificotent avec l'action des roches, etc., etc. Et des substances qui s'animent et qui, tous ensemble, forment un système de bouclage et de rétroaction. C'est pour décrire un système de bouclage. Il n'en fait pas une déesse. Il ne propose pas qu'on aille prier la déesse Gaïa au prochain rassemblement avec Greta qu'il aime beaucoup, et avec les mouvements les plus radicaux qui existent, qu'il aime beaucoup aussi. Il ne propose pas du tout ça. Mais il propose il lui faut une nouvelle métaphore pour remplacer la nature au-dessus de nous par quelque chose face à nous. Et ce quelque chose face à nous est un entremêlement de multiples acteurs dont on ignore à peu près tout. C'est, dit-il, c'est une terra incognita, cette Gaïa. Donc il faut commencer par l'explorer et la décrire. Il dit à un moment donné, dans un de ses textes, pas celui-ci, dans un article, il dit la botanique, aujourd'hui, il faut apprendre à faire de la botanique, c'est beaucoup plus important que la sociologie, pour comprendre la zone critique. Donc il dit, faut vraiment, la botanique, ça devient quelque chose de très important aujourd'hui. Effectivement, c'est vrai, la manière dont les plantes réagissent les unes par rapport aux autres, la manière dont elles communiquent, etc., c'est devenu quelque chose de très important. La disparition des insectes, des oiseaux, enfin, etc., tout ce qu'on sait là-dessus. Sur la description du capitalisme, avec Isabelle Stengers, j'avais essayé de trouver un mode d'exposé de ce qu'est le capitalisme. Je ne sais pas si ça lui a convenu, je ne sais même pas s'il l'a lu. J'avais fait un livre avec Isabelle qui s'appelle « La sorcellerie capitaliste », qui était justement de prendre le capitalisme, non plus comme un méta-répartiteur, comme une donnée générale auquel on s'affronte, mais comme un système d'intrication dans lequel on était pris et qui nous paralysait, et qui nous empêchait d'agir. Et donc c'était de saisir le capitalisme par la manière dont le capitalisme nous prend, nous saisit, nous transforme, nous fait faire des choses. C'était l'objet de ce livre, La sorcellerie capitaliste, parce qu'on avait pris l'image de la sorcellerie, et en gros l'image des 1000 bras qui se recomposent en permanence. On pourrait dire de la même manière, puisque c'est ma conclusion, que est-ce que la question si je vous cite, quand je vous ai cité la phrase de Marx sur l'abondance, le fameux Joker, Joker, l'abondance, donc on réglera tous les problèmes, plus d'État, plus de lutte des classes, chacun puisera selon ses moyens, selon ses besoins, etc., dans une abondance généralisée. Si on prend ce Joker-là, on n'a plus besoin de composer le communisme. Il y a une démarche différente qui est apparue, qui me semble beaucoup plus intéressante depuis quelques années, c'est la question des communs. C'est-à-dire comment ne pas penser le communisme comme un système tout fait qui nous arrive dessus avec le Joker de l'abondance, qui règle tous les problèmes, mais comment recomposer un monde à partir de la question des communs. Les communs étant ce que nous sommes capables de gérer en commun. Tout simplement, une définition aussi simple que celle-là, celle que Dardo Laval donne, etc., ou d'autres gens donnent. Ce que nous sommes capables de gérer en commun. Partir de ça pour essayer de composer un monde commun. Donc le communisme, si nous voulons le penser, il faut le composer. Comment le compose-t-on? Il y a quoi dans notre communisme? Et ce n'est pas quelque chose qui est déjà défini à l'avance. Donc, Latour attaque très violemment ce qu'il appelle, face à Gaïa, dans une conférence, l'idée du paradis sur Terre. Il dit il parle d'une immanentisation. Il y a ceux qui ont cru faire de la politique en promettant le paradis sur Terre, qui est une vieille idée qui date du XIIe siècle, ici des théologiens, etc., qui disaient qu'on entrait dans une phase où ce serait le paradis sur Terre. Bon. Et là, dit Latour, on pouvait penser que les gens qui renonçaient à l'idée d'un paradis, qui était le cas des marxistes, qui renonçaient à l'idée d'un paradis dans les cieux, allaient enfin se tourner et prendre soin de la terre telle qu'elle existe. Comme il dit, si l'histoire des modernes avait consisté à passer de l'abandon des illusions de l'au-delà aux solides ressources de l'ici-bas, les modernes seraient devenus tout autrement attentifs au terrestre, mais pas ceux qui ont immanentisé le ciel. Si le communisme, ça consiste à immanentiser le ciel, c'est-à-dire à faire de l'image du ciel une réalité pour la terre, il n'y a plus de terre accessible. Il n'y a aucune terre, dit-il, qui correspond à cette immanentisation du ciel projeté sur terre, à cette opération-là. On le sait déjà, vivre comme nous, on n'est pas au paradis, mais vivre comme nous, ça supposerait déjà 6 terres pour l'ensemble de l'humanité. Donc,
Moi, je crois que ce qui est au centre de l'affaire de Bruno, c'est que on pourrait se poser la question, est-ce que la question du marxisme, de la lutte des classes, englobe la question écologique? Moi, j'ai souvent été frappé dans des réunions auxquelles j'ai assisté, où on parle de la lutte des classes, les machins, les classes sociales, les modifications, les changements. Puis moi, je pose la question, tu as oublié de parler de la question écologique. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de parler de la question écologique, mais bien sûr, la question écologique, on va rajouter un paragraphe, etc. J'ai souvent eu cette expérience-là. Est-ce que la question du marxisme et de la lutte des classes englobe la question écologique? Pour moi, ce n'est pas la bonne démarche. La bonne démarche, c'est comment le surgissement de Gaïa, les effets en retour imprévisibles de Gaïa sur nos actions, viennent impacter le marxisme et la lutte des classes. Les marxistes ne doivent pas se poser la question, comment je fais de l'écologie une énième question que je rajoute à mon programme? Ils doivent s'interroger sur comment la question du climat pris au sens large, puis pris au sens étroit, non pas au sens du réchauffement climatique, mais du nouveau régime climatique, c'est-à-dire au sens large de toutes nos conditions d'existence, ce que nous savons de nos conditions d'existence. Comment toutes ces questions que pose le nouveau régime climatique vient impacter la question du marxisme et la lutte des classes. Qu'est-ce que ça change pour vous? Donc la question éthologique s'ajoute-t-elle à la suite d'une série d'autres questions à la question principale qui est celle de l'exploitation de classe, comme il y a eu le féminisme, comme il y a eu les droits des homosexuels, enfin, etc., les droits des nationalités, etc. Ou est-ce que c'est quelque chose, le nouveau régime climatique, qui nous oblige à procéder autrement sur toute la ligne, à repenser l'ensemble du monde que l'on veut composer? Aussi bien le monde que l'on veut composer demain, si on parle de communisme encore, et je pense que la démarche des communs est une démarche intéressante, mais aussi bien l'appréciation de leur. Ce n'est pas une question qui s'ajoute. Si le communisme, j'arrive bien à m'en lire, devient le stade ultime, avec la notion d'abondance, le fameux joker que dénonçait Daniel Ben Saïd, si le communisme devient le stade ultime de l'infinité, qui est une idée qui est née au moment des grandes de 1492, au moment où Christophe Colomb se fait découvrir par les Indiens. Si on a né à ce moment l'idée des mondes infinis, quoi. Si le communisme devient le stade ultime de l'infinité, infinité des terres, infinité de l'eau, infinité de l'énergie, alors on est face à un vrai problème pour le définir. Je pense qu'on est à ce moment-là face à une vraie question qu'il serait temps de se poser, quoi.